Ce dimanche matin sur la place Saint-Pierre, près de 60 000 fidèles ont les yeux tournés vers le balcon du palais apostolique. Le ciel romain est dégagé, la récitation de l'Angélus suit son cours ordinaire et rien, dans l'ordonnancement millimétré de la liturgie vaticane, ne laisse présager la moindre anomalie. Pourtant, au milieu de son allocution, le pape Léon XIV s'arrête net. Ses mains quittent lentement leur posture de prière pour s'abaisser. Le silence gagne les premiers rangs, puis l'ensemble de l'esplanade. Le souverain pontife regarde la foule et, sans le moindre avertissement, prononce 8 mots qui viennent de briser instantanément l'armature protocolaire du Saint-Siège. Demain, je me rends à Lampedusa. Il n'y a eu aucun communiqué préalable, aucun briefing diplomatique, aucune note officielle transmise à la salle de presse du Saint-Siège. Devant les caméras du monde entier, les porte-paroles découvrent la décision en même temps que les pèlerins massés sous le balcon. Dans les coursives, 3 responsables du protocole échangent un regard sidéré. Derrière la porte vitrée menant aux appartements, le chef de la sécurité pontificale a déjà son téléphone à l'oreille avant même que la dernière syllabe ne se soit éteinte. Léon XIV, lui, demeure parfaitement calme. Il ne cherche ni à justifier sa décision, ni à en atténuer l'impact. Un pontife n'annonce pas à l'improviste, en plein Angélus, un départ à l'aube pour l'île la plus politiquement inflammable de toute la Méditerranée. Lampedusa est une terre aride, située plus au sud que Tunis, bien plus proche des côtes africaines que du sol de Rome. Depuis des années, ses rivages recueillent des embarcations chargées d'hommes, de femmes et d'enfants fuyant la faim, les guerres et la violence. Certains débarquent brisés par la traversée, d'autres n'atteignent jamais la terre ferme vivant. Devenue l'épicentre et le symbole tragique de la crise migratoire européenne, l'île est au cœur de débats politiques perpétuels, tout en étant souvent traitée par les chancelleries comme un drame lointain, que l'on préfère maintenir hors du champ de vision. Pour comprendre la genèse de cette rupture, il faut quitter la foule de la place Saint-Pierre et observer ce qui s'est joué 1 heure plus tard. Alors que les touristes quittent l'esplanade et regagnent leurs hôtels, Léon XIV convoque 3 de ses plus proches collaborateurs. Mais il ne les reçoit ni dans son bureau officiel, ni dans une salle de conférence, ni dans aucun des salons d'apparat du palais apostolique. Il leur donne rendez-vous dans la chapelle privée de la Domus Sanctae Marthae. Lorsque les 3 dignitaires franchissent la porte, le pape est déjà là, agenouillé dans la pénombre devant le tabernacle. Aucun mot n'est prononcé, aucune prière à voix haute. Les conseillers restent figés près de l'entrée, vêtus de leurs costumes sombres, tandis que le pontife demeure totalement immobile. Seule la veilleuse du sanctuaire découpe les ombres de la pièce. Près de 5 minutes s'écoulent ainsi. Un haut responsable de la secrétairerie d'État confiera plus tard à un journaliste qu'à cet instant précis, ces quelques minutes de silence pesaient comme 1 heure entière. Puis, Léon XIV se relève et fait face à ses collaborateurs. Ses yeux sont humides, sa voix parfaitement maîtrisée, mais habitée par une gravité exempte de tout éclat théâtral. Ce n'est pas de la colère politique, c'est l'exaspération viscérale d'un pasteur confronté à une tragédie qu'il refuse de tenir à distance institutionnelle. Il leur dit avoir vu les photographies de la semaine, les corps échoués sur le sable, et cet enfant en gilet de sauvetage orange gisant face contre terre. Il pose alors une question qui met à nu tout l'appareil curial. Que fais-je ici? Pourquoi suis-je assis dans ce palais à rédiger des documents administratifs pendant que des êtres humains se noient à 100 000 d'ici? Face à ce choc moral, l'un des responsables de l'organisation des voyages pontificaux tente d'opposer la rigueur des contraintes matérielles. Une telle visite exige des plans de sécurité stricts, un préavis aux autorités locales, une gestion des flux de presse et une logistique lourde qu'une si petite île ne peut absorber en quelques heures. Léon XIV lève alors la main. Le geste n'a rien d'agressif, mais il coupe court à toute argumentation technique. Il rappelle qu'il ne se déplace pas en chef d'État, mais en prêtre, et qu'un prêtre n'a pas besoin de protocole diplomatique pour aller au chevet de ceux qui souffrent. Le lendemain, bien avant 5 heures du matin, Rome est encore plongée dans le noir. 3 berlines sombres franchissent la porte Sainte-Anne en direction de l'aéroport de Ciampino, sans cérémonie d'adieu ni presse conviée.
À 5h23, le Saint-Siège publie une dépêche laconique. Le Saint-Père se rend aujourd'hui à Lampedusa. Rien de plus. Aucun itinéraire, aucune déclaration d'intention. Les rédactions réveillent leurs correspondants en Sicile, tandis que sur l'île, les autorités locales, à commencer par le maire, apprennent la venue du pape par les flashs télévisés du matin. À 9h-20, le biréacteur de l'armée de l'air italienne touche la piste unique de Lampedusa, balayée par un vent permanent et une lumière crue. Léon XIV descend la passerelle seul, vêtu de sa simple soutane blanche fouettée par les rafales, portant à la main une croix de bois ayant appartenu à 2 de ses prédécesseurs. Sur le tarmac, aucun tapis rouge, aucun cortège officiel. Seules 5 personnes l'attendent. Le maire à la cravate nouée à la hâte, 2 carabiniers au garde-à-vous partagés entre fierté et désarroi, une bénévole de la Croix-Rouge au regard marqué par des années de détresse, et, légèrement en retrait, un vieux pêcheur les bras croisés sur la poitrine, le visage fermé et méfiant face à ce qui pourrait n'être qu'une visite officielle de plus. Léon XIV ne se dirige ni vers les élus, ni vers les uniformes. Il marche directement vers cet homme aux traits durcis par la mer et lui tend la main. Ce premier contact silencieux sur le béton de Lampedusa marque le début d'une confrontation directe avec la réalité brute du terrain. Mais ni les discours à venir, ni le protocole brisé ne constituent le véritable cœur de cette traversée. La véritable onde de choc naîtra quelques heures plus tard, à l'intérieur d'un centre d'accueil surpeuplé, lorsqu'une petite fille s'avancera sans un mot pour déposer un morceau de papier froissé entre les mains du pape. Le premier arrêt sur l'île n'a rien d'une tribune officielle. Le convoi s'immobilise sur les falaises abruptes de Cavallo Bianco, à la pointe occidentale de Lampedusa, là où se dresse la porte de l'Europe. Cette arche monumentale de près de 5 mètres, faite de terre cuite et de fer, fait directement face aux côtes de Tunisie. Elle a été érigée pour rappeler le souvenir de ceux qui ont pris la mer sans jamais atteindre la rive opposée. Le pape Léon XIV s'avance vers le vide dans un mutisme complet. Les rafales de vent sont si violentes que sa soutane blanche claque comme une voile, contraignant l'un des prêtres de son entourage à retenir à 2 mains l'étole pontificale pour empêcher qu'elle ne soit importée vers le large. Le pape ne prononce pas une seule parole. Il demeure immobile au bord du précipice, le regard fixé sur la ligne d'horizon. Là-bas, au-delà des crêtes d'écume, s'étend l'Afrique. C'est de là que partent des embarcations de fortune qui ne devraient même pas flotter, chargées d'hommes et de femmes priant pour apercevoir une côte qu'ils ne verront peut-être jamais. Après avoir déposé une couronne de fleurs blanches au pied du monument, Léon XIV s'agenouille sur la roche brute. Les yeux fermés, il reste ainsi pendant plus d'1 minute, battu par les embruns tandis que la mer se fracasse 30 mètres plus bas. Un journaliste italien chevronné, ayant couvert les voyages pontificaux pendant 15 ans, décrira plus tard ce silence comme le plus long et le plus dense de sa carrière. Le vacarme du vent et le cri des mouettes ne suffisaient pas à masquer l'absence totale de voix humaine. Personne n'osait murmurer, personne ne prenait de notes. En se relevant, le pape a les genoux de sa soutane couverts de poussière et de terre. Il ne tente pas de les brosser, il ne baisse même pas les yeux pour vérifier l'état de son vêtement. Le cortège, désormais grossi d'une fourgonnette de presse, prend ensuite la direction de la périphérie de la ville pour rejoindre un petit cimetière communal ignoré des circuits habituels. C'est ici que reposent les corps rejetés par les flots que personne n'a pu identifier. Sur les sépultures, aucun nom n'est gravé. Seulement des numéros d'enregistrement, accompagnés parfois d'un mois et d'une année approximatifs, parfois réduits à un simple chiffre surmonté d'une croix. Léon XIV marche lentement entre les rangées de terre. Il s'arrête devant plusieurs tombes, déchiffrant les matricules un à un. Devant une petite butte qui abrite visiblement la dépouille d'un enfant, marquée d'un numéro que personne parmi les témoins ne parviendra à mémoriser tant les regards se détournent, le pape incline la tête jusqu'à ce que son front effleure presque la pierre froide. À ses côtés, une bénévole de la Croix-Rouge dans la cinquantaine, les cheveux grisonnants attachés en arrière, avance dans un silence de marbre. Elle ne pleure pas, ses larmes se sont taries depuis longtemps.
Quelques instants plus tard, face à une caméra, elle résumera le choc de cette visite en constatant qu'elle-même avait cessé de compter depuis des années, mais que cet homme semblait compter chaque tombe, comme si chacune portait un nom que lui seul pouvait lire. La réalité du terrain se durcit encore lorsque le convoi atteint le centre d'accueil de l'île, cet ancien gymnase transformé en hébergement d'urgence où s'entassent des lits de camp recouverts de couvertures kaki. L'air est saturé d'une odeur de désinfectant, de sel et d'épuisement. Refusant tout cordon de sécurité à l'intérieur, Léon XIV s'assied simplement au milieu des familles rescapées. Durant près de 2 heures, il écoute sans discours ni estrade. Une mère de 3 enfants lui raconte en larmes la noyade de son mari durant la traversée. Le pape ne prononce aucune formule toute faite, se contentant de tenir fermement ses mains pour ancrer sa présence. C'est au cœur de cette proximité que survient l'instant décisif, lorsqu'une fillette de 5 ans s'approche pour tirer doucement sur la manche de sa soutane et lui tendre un dessin au crayon. À l'intérieur du gymnase reconverti, le pape Léon XIV se penche pour être à la hauteur des yeux de la fillette. Elle a peut-être 5 ou 6 ans, des tresses inégales et un t-shirt trop large aux inscriptions décolorées sur la poitrine. Sans esquisser le moindre sourire, avec un sérieux frappant pour son jeune âge, elle dépose la feuille de papier entre les mains du souverain pontife. Léon XIV baisse les yeux et son regard se fige aussitôt. Le dessin a été tracé au crayon de cire bleu, noir et rouge. Sur le papier, une embarcation fragile bascule dans les flots. L'eau qui l'entoure est rendue par des traits d'un bleu épais et désordonné, figurant une mer chaotique. Et au-dessus des vagues émerge une seule petite main rouge, 5 doigts tendus vers le ciel dans un geste d'appel désespéré. Aucun visage, aucun corps, seulement cette main minuscule qui s'enfonce dans l'abîme marin, cherchant désespérément une prise pour ne pas disparaître. Un silence total tombe sur la pièce. Le jeune traducteur originaire de Palerme, qui assiste le pape depuis près de 2 heures pour traduire l'arabe, le français et le tigrinya, hésite à intervenir, puis renonce. Personne n'ose briser cet instant. Le pape a vu les falaises de Cavallo Bianco, il a lu les numéros froids sur les tombes anonymes du cimetière communal, mais rien ne semble l'avoir saisi avec une telle intensité que ce témoignage brut tracé par un enfant. Durant de longues secondes, il ne fait aucun mouvement. Puis, avec une lenteur méthodique, il plie la feuille en 2 et la glisse à l'intérieur de sa soutane, dans la poche de poitrine située tout près de l'endroit où il conserve habituellement son bréviaire, contre son cœur. Il ne dit rien à la fillette, mais pose délicatement sa main sur la tête de l'enfant avant que celle-ci ne retourne s'asseoir auprès de sa mère. À Rome et dans les rédactions internationales, l'appareil médiatique et diplomatique peine à suivre le rythme imposé par cette visite clandestine. À travers les vitres du centre d'accueil, les caméras de télévision tentent de capter des images, ne montrant le plus souvent qu'une silhouette blanche penchée sur des lits de camp, semblable à un médecin effectuant sa tournée au chevet de blessés invisibles. Sur un plateau de télévision à Rome, un journaliste politique connu pour ses critiques récurrentes envers les prises de position du Vatican coupe son propre micro pendant près de 40 secondes face à ces images brutes. Lorsqu'il le rouvre enfin, incapable d'opposer les analyses d'usage ou les habituels éléments de langage institutionnel, il se contente d'avouer à l'antenne qu'il n'a aucun commentaire à formuler et qu'il faut simplement regarder. Les observateurs et les diplomates supposent alors que cette visite impromptue touche à sa fin et que le souverain pontife conservera ce dessin dans le secret de ses archives personnelles. Mais Léon XIV s'apprête à porter ce témoignage au grand jour. Le cortège quitte le centre d'urgence et se dirige vers l'étape finale du parcours, le quai Favoloro. C'est sur ce vieux môle de pêcheurs que le pape François s'était tenu 13 ans plus tôt, en 2013, pour dénoncer la mondialisation de l'indifférence lors de son tout premier déplacement hors de Rome. En marchant sur ces mêmes planches battues par les vents, Léon XIV ne vient pas répéter un hommage liturgique. Il s'avance vers le pupitre de bois dressé face au large, tandis que plusieurs centaines d'habitants, de pêcheurs, de rescapés et de correspondants de presse venus de toute l'Europe s'amassent dans une tension palpable, ignorant que le geste qu'il s'apprête à poser va pulvériser la réserve habituelle des discours officiels. Sur le quai Favoloro, le jour commence à décliner.
Le ciel au-dessus de la Méditerranée passe lentement du bleu à des teintes d'or et de rose, tandis qu'une brise tiède et chargée de sel balaie les planches de bois. Face au large, devant une foule compacte de plusieurs centaines de personnes rassemblant des marins locaux, des restaurateurs, des mères de famille, des rescapés du centre d'accueil et des dizaines de reporters accourus de toute l'Europe, le pape Léon XIV se tient debout derrière un simple pupitre en bois. Il commence à parler d'une voix posée, presque feutrée, si basse que les personnes massées au dernier rang doivent se pencher en avant pour saisir ces paroles que le micro peine à capter. Il prévient d'emblée qu'il n'est pas venu pour faire de la politique, ni pour débattre de quotas, de règlements, de frontières ou de budgets administratifs. Il affirme être venu parce qu'il existe des réalités que l'on ne peut pas s'autoriser à ignorer, et des lieux où il est impératif de se rendre en personne pour comprendre. Évoquant la Méditerranée, berceau historique de civilisation arpenté par les apôtres et sur lequel Athènes et Rome ont bâti leur rayonnement, il constate avec amertume qu'elle s'est transformée en un vaste cimetière. Écartant délibérément les bilans chiffrés et les rapports statistiques désincarnés, il nomme les êtres humains croisés au cours de la journée. Une mère ignorant si son fils est encore en vie, un homme ayant traversé le désert à pied pendant 3 mois, un enfant qui n'a plus aucun souvenir de son pays natal. Sa voix gagne en fermeté pour rappeler que l'Europe possède les ressources, les institutions, le droit et l'histoire nécessaires, mais qu'elle dispose avant tout d'un cœur qui ne doit pas et ne peut pas se fermer. Puis, brisant toute attente protocolaire, Léon XIV recule d'un pas par rapport au pupitre. Il glisse la main dans la poche intérieure de sa soutane et en retire la feuille pliée. Avec une lenteur infinie, tenant fermement le papier par les coins à 2 mains pour empêcher le vent marin de le lui arracher, il le déploie et l'élève à la hauteur de son visage face à l'assistance et aux caméras. Il déclare d'une voix calme, mesurée, dissimulant un immense effort intérieur pour ne pas céder aux larmes, qu'une petite fille du centre de secours lui a remis ce dessin représentant une barque en train de couler et une main émergeant de l'eau. Après une pause pesante de 3 secondes, puis de 5 secondes rythmées par le souffle du vent, il ajoute simplement que cette main cherche la nôtre. Un silence d'une densité absolue s'abat sur le quai Favoloro. Plus un mot n'est prononcé, plus un écran de téléphone n'est brandi. Seul résonne le clapotis régulier des vagues contre les piliers de bois sous les pieds de la foule, le grincement sourd des cordages des barques amarrées à 20 pas de là, et le battement d'ailes des mouettes dans le ciel crépusculaire. Tandis que le cadreur de télévision, les mains tremblantes, effectue un zoom sur ce tracé brut de cire bleue, noire et rouge projeté instantanément sur des millions d'écrans à travers le monde, la réserve collective se brise. Des sanglots étouffés, mais irrépressibles, s'élèvent parmi les témoins. Des pêcheurs aguerris, qui ont repêché des cadavres dans l'eau pendant des années en gardant le silence faute d'écoute, baissent la tête et laissent pour la première fois couler leurs larmes. Des sauveteurs habitués à l'anesthésie émotionnelle sont submergés, tandis que les réfugiés contemplent ce symbole sans bouger, le regard figé. Léon XIV maintient la feuille dressée vers le ciel. La silhouette blanche du pontife, découpée sur la clarté rose du crépuscule méditerranéen avec ce morceau de papier tenu à bout de bras, impose une vérité nue qu'aucun appareil institutionnel ne peut désormais masquer ou esquiver. Le pape Léon XIV abaisse lentement le dessin, le replie avec soin, et le glisse à nouveau dans la poche intérieure de sa soutane. Avant de quitter le pupitre, il prononce ses ultimes paroles de la journée, rappelant que si le pape François était venu sur cette même île 13 ans plus tôt pour dénoncer la mondialisation de l'indifférence, cette indifférence n'a pas disparu. Elle est revenue plus forte encore, en apprenant à porter de nouveaux masques. Il précise qu'il n'est pas venu dicter aux gens ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent voter ou quelle politique publique adopter, mais seulement témoigner de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Des tombes sans nom, une mère qui ignore si son enfant est encore en vie, et une petite fille ayant dessiné une main tendue pour implorer de l'aide. Il conclut par une simple supplique : ne détournez pas le regard. Puis, il s'éloigne dans un silence complet, fendant la foule qui s'écarte sans applaudir, le regard rivé sur cette silhouette blanche marchant vers la voiture. Alors que le quai se vide peu à peu dans la pénombre du soir, le vieux pêcheur présent le matin sur le tarmac de l'aéroport s'approche du pape, seul et sans intermédiaire. Dans son dialecte sicilien rocailleux, il confie que depuis 20 ans,
il retire des corps de l'eau sans que personne ne lui ait jamais demandé ce qu'il ressentait face à cette épreuve. Léon XIV pose une main sur son épaule, le regarde droit dans les yeux et lui pose cette exacte question à voix basse. L'homme ne répond pas immédiatement. Il contemple cette mer qui lui donne son gagne-pain mais qui lui a volé sa paix intérieure, puis hoche lentement la tête, comme apaisé d'avoir enfin entendu formuler à voix haute une douleur portée en secret pendant 2 décennies, avant de serrer fermement la main du pontife. Dans les heures qui suivent, l'onde de choc traverse les frontières. Des organisations humanitaires saluent le geste à l'échelle internationale. Sans abandonner leur position, de nombreux dirigeants politiques modifient sensiblement leur ton, tandis que des commentateurs qui qualifiaient la veille cette visite d'acte naïf commencent à employer le mot de courage. Le dessin de l'enfant devient un symbole planétaire. Des anonymes le reproduisent, des enfants de plusieurs pays dessinent à leur tour des embarcations prises dans la tempête et des mains levées au-dessus des flots, rappelant ce qu'un simple tracé au crayon peut exprimer avec plus de force qu'un rapport gouvernemental de plusieurs centaines de pages. Pour Léon XIV, cette immersion à Lampedusa puisait ses racines bien avant Rome, dans son passé à Chicago, au sein d'un foyer où sa mère lui enseignait qu'une foi sans acte devient vide, puis au cours de ses années de missionnaire augustinien à Chulucanas, dans le nord défavorisé du Pérou. Là-bas, auprès des mineurs et des familles oubliées des institutions, il avait déjà appris à reconnaître cette même détresse chez ceux qui ne demandaient pas de grands discours, mais simplement à ne pas devenir invisibles. La nuit est désormais tombée sur la Méditerranée lorsque l'avion pontifical survole les flots pour regagner la capitale. Dans la cabine silencieuse, les conseillers consultent discrètement la couverture médiatique sur leur téléphone. Plus en arrière, assis seul à son hublot, le pape contemple la surface sombre de l'eau qui semble parfaitement calme et paisible vue du ciel, ne laissant rien paraître des tragédies qu'elle a englouties. Sur le siège vide à côté de lui repose uniquement la feuille pliée. 3 couleurs, un bateau fragile, et cette petite main rouge dressée vers le haut qui continue d'interpeller le monde.